Vous êtes-vous peut-être déjà demandé comment les gens réagiraient si vous deveniez soudainement méconnaissable, si vous ne pouviez plus remplir le rôle que vous occupiez dans leur vie? Vous aimeraient-ils encore? Resteraient-ils à vos côtés? Un matin, Grégor Samsa se réveille d'un sommeil agité pour découvrir que son corps n'est plus humain. Il s'est transformé en un insecte gigantesque. Cet événement étrange et terrifiant marque le début de la métamorphose, l'une des œuvres les plus troublantes et puissantes de Franz Kafka. Que ressentirait-on en se réveillant pour découvrir que le monde nous perçoit comme quelque chose de répugnant? Kafka ne donne aucune explication à la transformation de Grégor, et c'est peut-être justement cela, le message. L'histoire ne porte pas sur le comment ni le pourquoi, mais sur ce que cette transformation révèle. Au fil du récit, nous observons Grégor lutter pour comprendre sa nouvelle forme grotesque. Nous voyons sa famille, autrefois dépendante de lui, reculer désormais, avec peur et dégoût. À travers ce point de départ surréaliste, Kafka explore certains des aspects peut-être les plus sombres de la nature humaine. Notre peur de l'inconnu, notre tendance à nous détourner de ceux qui ne peuvent plus nous servir, et la solitude écrasante qui en découle. Mais qu'est-ce que cela dit de nous? Des conditions que nous imposons à l'amour, à l'acceptation, à la dignité? La métamorphose nous tend un miroir, non seulement sur le destin tragique de Grégor, mais aussi sur nos propres réactions, nos propres limites et la manière dont nous mesurons souvent la valeur d'une personne. C'est une histoire qui nous laisse avec plus de questions que de réponses, et c'est peut-être cela qui la rend inoubliable. L'œuvre de Kafka pousse à une profonde réflexion sur les effets psychologiques de la peur, sur le dépouillement de notre humanité et sur la cruauté potentielle qui sommeille en nous, souvent dissimulée sous la surface. Avant d'examiner ces idées centrales, il est important de comprendre les personnages en jeu. L'intrigue tourne autour de quatre figures principales. Grégor, autrefois un représentant de commerce travailleur, est désormais piégé dans un corps d'insecte hideux. Greta, sa sœur, commence comme une jeune femme attentionnée et empathique, mais devient peu à peu froide et indifférente. Le père de Grégor, saisi de panique, insiste pour garder son fils transformé, confiné et hors de vue. La mère, tiraillée entre son amour maternel et sa détresse émotionnelle, sombre peu à peu dans le désespoir. Grâce à ces personnages complexes, le récit nous plonge dans une exploration intense de l'esprit humain et des comportements qu'il engendre. Un thème majeur qui émerge est le pouvoir destructeur de la peur. Sigmund Freud, le célèbre psychanalyste autrichien, affirmait que la peur peut facilement se transformer en colère si elle n'est pas maîtrisée. Selon cette théorie, encore influente en psychologie aujourd'hui, lorsqu'une personne est confrontée à une menace inéluctable, elle réagit souvent par l'agression comme mécanisme de défense. Kafka donne vie à cette transformation de façon frappante à travers le passé de Grégor. Avant sa métamorphose, il représentait le pilier financier de la famille, admiré et indispensable. Mais dès que la peur s'installe, déclenchée par son apparence monstrueuse, tout bascule. L'affection et le respect qu'il recevait laissent place à la peur et au dégoût, déchirant les liens familiaux et révélant les instincts les plus sombres de ceux qui l'entourent. Maintenant que le récit est en place, nous pouvons plonger plus profondément dans les dimensions émotionnelles et psychologiques que Kafka présente dans ce puissant conte. Au départ, la peur de la famille semble justifiée par des préoccupations pratiques, principalement le fait que Grégor ne peut plus gagner d'argent, ce qui signifie qu'ils devront désormais subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Ce changement provoque un malaise et une certaine résistance. Mais sous cette angoisse matérielle se cache une peur bien plus troublante, l'horreur de ce que Grégor est devenu. Ce n'est pas uniquement son apparence grotesque qui les bouleverse, c'est ce que cette transformation représente. Le symbolisme de son état évoque une angoisse existentielle profonde que la famille est incapable d'affronter. Il restait pourtant la même personne que sa famille avait autrefois aimée, mais son apparence avait changé de façon si radicale qu'il en était devenu méconnaissable. Cette transformation soudaine et brutale symbolisait la fragilité et l'incertitude de la vie. Comment tout ce qui nous est familier peut disparaître en un instant, sans avertissement et sans retour possible. La peur initiale de sa famille évolue rapidement en amertume et en agressivité. Leur comportement devient de plus en plus cruel. Il l'évite complètement et le traite avec une froideur détachée.
Grégor est enfermé dans sa chambre, où seule sa sœur vient de temps à autre nettoyer et lui apporter quelques restes de nourriture. Chaque fois que Grégor tente de sortir de son isolement, il est accueilli par la violence. Son père, en particulier, ne fait preuve d'aucune pitié, le repoussant à coups de canne à chaque tentative de fuite. Un moment clé se démarque. Submergé par la rage, le père lance une pomme sur Grégor. Le fruit le frappe dans le dos et reste logé dans sa chair, finissant par s'infecter. Cette blessure, jamais soignée, mènera à sa lente et douloureuse agonie. Les émotions incontrôlées du père, sa panique et sa fureur deviennent ainsi la cause de la mort de son propre fils. Lorsque Grégor meurt, la réaction de sa famille n'est pas le chagrin, mais le soulagement. Sa disparition semble lever un lourd fardeau. Leur deuil est bref, et ils se réjouissent rapidement de la disparition de cette créature qu'ils redoutaient, impatients de commencer un nouveau chapitre de leur vie. À ce stade, Kafka nous livre un commentaire saisissant sur la condition humaine. Souvent, nous répondons par la violence à ce que nous ne comprenons pas, non parce que cela nous menace directement, mais parce que cela met à nu nos vulnérabilités. Le père de Grégor, par exemple, était terrifié à l'idée que l'état de son fils ne jette l'opprobre sur la famille, une peur enracinée davantage dans l'anxiété sociale que dans un danger réel. Kafka ne suggère pas que la peur ou la colère soit en elles-mêmes mauvaises. Dans des situations de menace réelle, ces émotions peuvent être utiles. Ce qu'il condamne, en revanche, c'est le fait de laisser des peurs irrationnelles et une colère incontrôlée diriger nos actions. Lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, ces émotions peuvent provoquer des ravages, non seulement chez les autres, mais aussi en nous-mêmes. Prenons maintenant un moment pour vraiment examiner le monde émotionnel de Grégor. Que ressentait-il à travers tout cela? Pour ceux qui souhaitent explorer les idées philosophiques et s'engager dans un apprentissage tout au long de la vie, je vous encourage à vous abonner et à faire partie de cette communauté en pleine croissance. Réfléchissons maintenant à la fierté et au rôle que nous jouons dans la société. J'aimerais vous parler d'une femme que j'ai rencontrée qui avait toujours rêvé de devenir une mécanicienne de haut niveau. Elle avait grandi dans une petite ville, apprenant la mécanique aux côtés de son père, dans leur garage familial. Ses mains étaient précises, habiles, et elle trouvait de la joie à redonner vie à ce qui était brisé. Après des années de dévouement et d'innombrables nuits de travail, elle était enfin sur le point d'être promue chef mécanicienne dans un atelier automobile de renom. Puis tout a basculé. Un jour, alors qu'elle travaillait sous un véhicule, un outil lourd lui échappa et écrasa sa main. Les dégâts furent importants, et même après une opération et une rééducation, elle conserva une force et une mobilité limitées. Le métier auquel elle avait consacré sa vie était soudain hors de portée. Au début, elle sombra dans une profonde dépression. Son identité, celle d'une personne qui réparait les problèmes et redonnait vie aux machines, semblait perdue. Mais avec le temps, une nouvelle voie s'est ouverte. Elle s'est tournée vers l'ingénierie, mettant à profit son expérience pour concevoir des pièces automobiles. Ses mains ne construisaient plus directement les voitures, mais son esprit créait les éléments qui leur permettaient de fonctionner. Aujourd'hui, en tant qu'ingénieure mécanique, elle retrouve la même satisfaction et la même passion qu'elle ressentait en maniant les outils dans le garage familial. Son parcours nous transmet une leçon puissante. Lorsque nous perdons une partie de nous-mêmes, surtout celle qui nous définit, cela peut donner l'impression que le monde s'effondre. Mais il est toujours possible de forger une nouvelle identité, tout aussi significative. Ce type de transformation, nous y faisons tous face, un jour ou l'autre. Beaucoup tirent fierté de certains aspects de leur personnalité. La gentillesse, l'empathie, la générosité. Pour Mike Tyson, c'était sa force et sa domination sur le ring. Lorsque ces traits définissant notre identité nous sont enlevés, il est naturel de ressentir une profonde blessure émotionnelle. Franz Kafka a capté cette idée de manière bouleversante dans La Métamorphose. Après sa transformation, Grégor est submergé par l'angoisse de ce qu'il est devenu. Il ne peut plus travailler, ni aider financièrement sa famille, ni même profiter de ce qu'il aimait autrefois. Les aliments qu'il adorait auparavant le dégoûtent désormais, tandis que d'autres, jusqu'alors inconnus, deviennent attirants. Sa tristesse est compréhensible. Tout ce qui donnait un sens à sa vie a disparu. L'un des éléments les plus révélateurs de l'histoire de Grégor est sa position de principal soutien financier de la famille. Cela met en lumière
le fait que les rôles que nous jouons peuvent à la fois nous donner un sens et nous enfermer. Être le pourvoyeur apportait à Grégor de la fierté et un sentiment d'utilité. Mais une fois incapable d'assumer ce rôle, il se sentit inutile et sombra dans le désespoir. Schopenhauer affirmait que notre capacité à penser et à réfléchir nous pousse à fixer des objectifs. Les atteindre procure un bonheur fugace, mais cette satisfaction s'évanouit vite, remplacée par un nouveau désir ou une nouvelle ambition. Lorsque nous échouons à atteindre ces objectifs, le découragement s'installe. Schopenhauer avait une vision pessimiste de ce cycle, pensant que la quête perpétuelle de sens ne mène qu'à la souffrance. Mais je vois les choses autrement. Je crois que les êtres humains sont faits pour lutter. Il y a de la valeur dans l'effort lui-même. Comme le suggère Camus, avec l'image d'un Sisyphe heureux, l'essence de la vie réside dans l'effort, dans le fait d'avancer, de relever des défis, de poursuivre des objectifs. C'est dans le chemin parcouru, et non seulement dans le résultat, que le sens véritable prend vie. Mais que se passe-t-il lorsque les objectifs que nous avons fixés deviennent inaccessibles, ou lorsque nous nous efforçons d'atteindre des buts qui ne nous appartenaient jamais vraiment, des attentes imposées par les autres? Et plus troublant encore, que faire quand nous nous sentons enfermés dans des rôles dont nous ne pouvons nous échapper, par peur du jugement ou du rejet, si nous osions changer de voie? Je ne prétends pas avoir de réponse définitive à ces questions, mais la pensée existentialiste offre des perspectives riches et dignes d'attention. Sartre pensait que vivre de manière authentique impliquait de refuser les rôles qui ne reflètent pas notre véritable nature. Nietzsche, quant à lui, nous encourageait à nous libérer des codes moraux traditionnels pour créer nos propres valeurs, portées par une volonté forte et affirmée. Camus, de son côté, nous invitait à abandonner la quête de sens ultime et à nous concentrer sur l'expérience brute de la vie. Pour moi, la quête de sens est un voyage personnel. Je vois l'existentialisme non pas comme une doctrine à suivre, mais comme une invitation discrète, comme un ami qui marche à nos côtés, partageant ses idées, tout en traversant lui aussi ses propres incertitudes. Kafka se distingue comme une voie unique dans l'exploration de ces dilemmes existentiels. Sa capacité à exprimer le tourment émotionnel de personnages aux prises avec le sens et l'identité est l'une des raisons pour lesquelles ces récits nous touchent encore si profondément aujourd'hui. La Métamorphose en est un parfait exemple, où Kafka dépeint avec brio la souffrance croissante de Grégor. Ce sur quoi je veux maintenant me concentrer, c'est sur le sentiment de désespoir qui entoure l'histoire de Grégor. Le désespoir est une expérience presque universelle, ce sentiment écrasant que notre vie a déraillé, que nous sommes devenus des étrangers pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Dans ces moments-là, on a l'impression que l'espoir s'éteint et que ceux qui nous aimaient ne nous voient plus. Grégor incarne cet effondrement intérieur avec une clarté douloureuse. Après sa transformation, il ne pleure pas seulement le changement physique, mais la perte de son humanité. Il aspire au jour où il pouvait subvenir aux besoins de sa famille et entretenir des liens sociaux. Pourtant, avec le temps, on observe un changement dans sa façon de réagir à son isolement. Au début, malgré sa souffrance, Grégor garde une profonde affection pour sa famille, en particulier pour sa sœur. Lorsqu'il remarque sa peur et son dégoût, il se cache sous les meubles pendant ses visites. Un effort pour lui épargner la vue de son corps, pour préserver l'image qu'elle avait de lui. Ce geste montre à quel point il tient encore à elle, à leur relation. Cependant, au fil des jours, alors que sa famille reste froide et distante, l'optimisme de Grégor s'effondre. Son amour se transforme en amertume. Celui qui se soumettait en silence commence à se rebeller. Il grimpe au mur, agit de manière étrange, ne cherche plus à se cacher. Ses comportements sont des cris de détresse, des tentatives désespérées pour dire ⁇ J'existe encore, regardez-moi ⁇ Dans tout cela, Grégor révèle quelque chose de profondément humain. Notre désir d'être reconnu, accepté et compris par ceux qui nous sont les plus proches. Sa transformation, de l'acceptation silencieuse à la frustration visible, reflète la fin universelle de connexion et de validation. Une vérité que Kafka exprime avec une précision troublante. Le point culminant de la souffrance de Grégor survient lorsqu'il quitte enfin le confinement de sa chambre et rampe jusque dans la cuisine. À ce moment-là, son père, submergé par la colère, lui lance une pomme qui le blesse gravement.
une blessure qui scellera son destin. Pour Grégor, le passage du rejet silencieux à l'hostilité manifeste marque le moment le plus intense de son effondrement émotionnel. C'est l'expression claire et incontestable de la haine qui le pousse dans les profondeurs ultimes du désespoir. Épuisé et brisé émotionnellement, Grégor abandonne. L'esprit anéanti, il se replie sur lui-même, renonçant à tout désir de continuer. Il cesse de manger, bouge à peine, et semble simplement attendre que la mort arrive, son corps affaibli par la souffrance continue. Dans son esprit, Grégor imagine une libération de la douleur, une disparition silencieuse dans le confort du néant. Son histoire offre une représentation poignante de la façon dont l'exclusion sociale et la négligence émotionnelle peuvent briser une personne, la poussant sans cesse entre la révolte et le désespoir. Ce n'est pas qu'une fiction, cela reflète la réalité. Combien de personnes connaissez-vous qui, après avoir été rejetées ou maltraitées, restent amères et pleines de ressentiment? Il existe un type de douleur émotionnelle qui, lorsqu'elle est ignorée ou non résolue, se transforme en une colère intense, une colère dirigée autant vers les autres que vers soi-même. Cela représente la deuxième phase du tourment de Grégor, sa profonde frustration et sa rage envers ceux qui l'ont abandonné. Et lorsque cette colère s'éteint, après que toutes les tentatives d'être vues et acceptées ont échoué, la personne n'a souvent d'autre choix que de sombrer encore plus profondément dans le désespoir. Le récit de Kafka nous invite à réfléchir aux conséquences dévastatrices de l'abandon. C'est un rappel des dégâts que nous pouvons causer en repoussant quelqu'un, même involontairement. Mais un autre fil traverse l'ensemble du récit, tout aussi essentiel à reconnaître. La honte. La honte est une force souterraine puissante, une énergie silencieuse mais persistante qui palpite du début à la fin de l'histoire. Essayez de vous souvenir d'un moment de votre propre vie où vous vous êtes senti exposé et jugé, au point de vouloir disparaître. Je me souviens d'un incident survenu il y a quelques années, lors d'une soirée entre amis. J'ai fait une remarque stupide sur la mère de quelqu'un, oubliant complètement qu'elle était décédée plus tôt dans l'année. Heureusement, il ne l'a pas mal pris. Mais la honte que j'ai ressentie ensuite m'a profondément marqué. C'était un moment d'insensibilité qui me revient encore en mémoire au pire moment, souvent quand j'essaie de dormir. Cette erreur a laissé une trace en moi, une sorte de bleu émotionnel que je n'ai jamais vraiment effacé. Je suis certain que vous avez vécu quelque chose de similaire, ce sentiment persistant de honte qui demeure bien après que l'événement soit passé. C'est l'une des émotions humaines les plus courantes, et Kafka l'explore avec une profondeur remarquable dans la métamorphose. La honte touche chaque aspect de la vie des personnages, façonnant silencieusement leurs actions et leurs réactions. Prenons Grégor par exemple. Il est submergé par la culpabilité et la gêne de ne plus pouvoir subvenir aux besoins financiers de sa famille, par l'aspect monstrueux de son corps transformé, et par la charge émotionnelle et physique que sa condition impose à ceux qui l'aiment. Son père, quant à lui, est contraint d'accepter un emploi subalterne comme préposé dans une banque, un poste qu'il juge dégradant. Cette humiliation ne fait qu'approfondir son ressentiment et alimenter l'agressivité qu'il déverse sur Grégor. La mère de Grégor, autrefois profondément affectueuse envers son fils, ne peut plus le regarder. L'horreur et la honte qu'elle ressent face à sa nouvelle apparence la laissent émotionnellement paralysée. Toute la famille, autrefois fièrement soutenue par le revenu de Grégor, est désormais obligée de louer une partie de leur logement à des étrangers qui les méprisent, se moquant de leur statut déchu jusque dans leur propre maison. La honte lie tous ces personnages entre eux. Kafka l'utilise comme une critique puissante des forces sociales qui plongent les individus dans le désespoir. Il dévoile les aspects les plus sombres du comportement humain, montrant comment le jugement et l'exigence constante de conformité peuvent écraser les individus sous leur poids. Le philosophe politique Thomas Hobbes, dans le Léviathan, soutenait que les individus renoncent volontairement à certaines libertés pour obtenir la protection et la stabilité que procure la vie en société organisée. En échange de lois et d'impôts, on nous promet sécurité et ordre dans nos vies et nos foyers. Mais ce contrat social ne fonctionne pas toujours de manière équitable. Souvent, ces conditions ne sont pas choisies librement, et au lieu de nous libérer, les attentes sociales peuvent ressembler à des obligations oppressantes. Friedrich Nietzsche critiquait vivement cette conformité.
Il pensait que des normes sociales rigides étouffaient le véritable potentiel des individus extraordinaires. De manière similaire, Kafka met en lumière l'un des outils les plus destructeurs que la société utilise pour façonner le comportement humain, la honte. Elle ne se contente pas de restreindre. Elle nous programme, rendant presque impossible le rejet des rôles imposés ou la quête d'une existence véritablement libre. La honte reflète les valeurs qu'une culture chérit. Dans un État religieux, par exemple, remettre en question les croyances sacrées peut susciter une profonde culpabilité. Dans une société obsédée par la beauté physique, disons, où les cheveux longs sont idéalisés, perdre ses cheveux peut provoquer une grande gêne personnelle. Dans la Métamorphose, Kafka montre à quel point la honte peut être destructrice. Pour la famille de Grégor, elle découle directement de sa transformation. Cette honte, mêlée à la peur et au dégoût, les pousse à se retirer émotionnellement de lui, à l'enfermer, puis à le maltraiter. Et à la fin, lorsqu'il meurt, il ne pleure pas. Il ne le pleure pas. Au contraire, il se sent soulagé, presque joyeux, traitant sa mort comme une sorte de libération d'un fardeau devenu insupportable. À travers cette histoire et bien d'autres, Kafka montre que la honte n'est ni fondamentalement bonne ni mauvaise. C'est une force moralement neutre. Elle peut servir à guider les individus vers la décence, mais elle peut aussi être déformée et utilisée comme une arme de cruauté selon la manière dont la société choisit de l'employer. Le message de Kafka est clair. Nous devons être attentifs à la honte que nous ressentons et à celle que nous infligeons aux autres. Ces effets peuvent être bien plus dévastateurs qu'ils n'en ont l'air. Un seul acte d'humiliation peut pousser quelqu'un à faire des choix qu'il n'aurait jamais envisagés autrement. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez explorer davantage l'œuvre de Kafka, je vous recommande de regarder ma vidéo sur le procès. Restez connectés pour d'autres réflexions sur la manière dont nous pouvons intégrer ces idées dans notre vie quotidienne.